Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Écoutez cette séquence. Monsieur le Président, il y a eu un fiasco au Stade de France dans l'organisation de la Ligue des Champions. Aucun commentaire sur ce qui relève du Les gouvernement. Britanniques se sont indignés. Ce qui a déjà été instruit. Est-ce que vous maintenez votre confiance au ministre de l'Intérieur? Le président ne répond pas. Interrogé hier lors d'un déplacement à Cherbourg sur les incidents du Stade de France, Emmanuel Macron a fait la sourde oreille. Ça relève du gouvernement, a déclaré le président. La France humiliée, la France dégradée, la France critiquée, ça relève du gouvernement. Ça ne me regarde pas, semble dire le président de la République. Le président préside, le gouvernement gouverne et les Français trinquent. Des centaines de voyous agressent, violentent, attaquent des supporters. 3 jours plus tard, on apprend qu'une seule personne dort à 7 heures en prison. En même temps qu'arrivent des témoignages par dizaines qui rapportent le climat de terreur qui a soufflé samedi soir au Stade de France. Pendant ce temps, le président est muet. Le quinquennat sera long. Il commence à peine et c'est comme s'il flottait déjà un air de fin de règne. Circuler, il n'y a rien à voir. Le président ne répond plus. Il est 9h, Audrey Berthaud. C'est un changement de taille. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez désormais résilier à tout moment l'assurance de votre crédit immobilier et faire jouer la concurrence. Cette mesure adoptée en février est destinée à protéger les particuliers de conditions d'emprunt abusives. Ce changement concerne pour l'instant les nouveaux contrats, mais s'appliquera aussi aux anciens à partir du 1er septembre prochain. Emmanuel Macron présidera un hommage à Françoise Rudetsky cet après-midi aux Invalides. Décédée le 17 mai dernier, l'ancienne dirigeante d'entreprise a vu sa vie bouleversée par un attentat en 1983. Elle aura été la première porte-parole des victimes d'attentats en France. Enfin, Shanghai se déconfine. La ville lève aujourd'hui les plus importantes restrictions anti-Covid imposées depuis 2 mois. Un pas supplémentaire vers une levée du confinement qui exaspère la population et étrangle l'économie du pays. Louis Morin est avec nous ce matin, Laurent Geoffrin, Dominique Jamais et Francis Martin. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Le public ne vous connaît pas, mais vous étiez au Stade de France samedi soir et vous avez vécu l'horreur, la terreur en sortant du stade et vous nous raconterez précisément ce qui s'est passé. Mais avant cela, je voudrais qu'on réécoute cette séquence absolument sidérante d'un président de la République qui ne répond pas aux questions qu'on lui pose. Monsieur le Président, il y a eu un fiasco au Stade de France dans l'organisation de la Ligue des Champions. Aucun commentaire sur ce qui relève du gouvernement. Les Britanniques se sont indignés. Ce qui a déjà été instruit. Est-ce que vous maintenez votre confiance au ministre de l'Intérieur? Une forme même d'arrogance, disons-le, d'un président de la République, quand depuis 4 jours, la France est au cœur de toutes les attaques quasiment dans le monde entier. Est-ce qu'il n'y a pas une exagération dans l'importance du... Non, aucune. Moi, oui, à mon avis, oui. Ouais, parce que j'ai regardé un peu les incidents footballistiques qui sont légion. La plupart sont beaucoup plus graves, malheureusement. Et vous avez eu le Ezel, vous avez les... Là, on en fait... ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça se passe dans des stades de football. Ça n'a rien à voir. Quand même à voir. Non, rien à voir. Si, ça a à voir. Mais je vais vous dire, arrêtez de me contredire. Je vais vous dire pourquoi ça n'a rien à voir, si vous me permettez. Vous m'interrompez, allez-y. Oui. Les incidents qu'il y a dans des stades de football, c'est généralement entre supporters et dans une organisation défaillante à l'intérieur du stade. J'ai regardé, il y a de tout. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a depuis le début du XXe siècle. Avec des morts, avec des... Je vous répète, incroyables. Quelle est la spécificité de ce qui s'est passé au Stade de France? Vous savez pas répondre. C'est qu'il y a une erreur de maintien de l'ordre, oui, manifestement. Non, oui, ça, c'est sûr. Ce sont des gens de l'extérieur qui ne venaient pas au stade, qui ont attaqué ceux qui étaient dans le stade ou qui sortaient du stade. Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est pas des incidents, ça s'appelle des attaques de diligence. Non, des incidents dans les... Parce que c'est votre vocabulaire propagandiste, ça c'est autre chose. Ben oui. Voilà. C'est des gens qui ont attaqué... La terreur, c'est quand il y a des morts. La terreur, vous dites c'est la terreur. La terreur, c'est quand il y a des morts. La terreur, c'est un mot très fort. Monsieur Francis Martin va témoigner dans quelques secondes, mais c'est très intéressant votre déni. Oui. Parce qu'il est un déni, c'est une qualification. Il est au cœur des problèmes de la société française depuis 40 ans. Ça n'existe pas et c'est pas très important, c'est ce que vous dites. Je dis que dans l'ordre des incidents footballistiques qui sont légion. C'est pas footballistique, vous ne comprenez pas, ça aurait pu être... Mais ça s'est passé pendant un match de football, arrêtez de dire que c'est pas footballistique. Non, ça s'est passé après, vous ne comprenez pas, vous n'avez rien compris. Très bien. Vous n'avez rien compris à ce qui s'est passé. Vous voulez en faire un fromage. Ça, j'ai compris. Non, mais vous ne comprenez, c'est pas un incident footballistique. Oui, mais parce que c'est un symbole, parce que c'était... Ça aurait pu être... Et donc, ça dépasse le cadre footballistique, ça devient un incident international, ça devient repris à l'international n'est pas lié. Mais ça
devient un incident politique, à la gravité, géopolitique et laissez-moi terminer, diplomatique à 2 ans de... n'est pas lié principalement à la gravité de l'incident. C'est dû au fait que c'est un match symbolique et que ça met en cause la France et Alors, pour vous, l'Angleterre. c'est pas grave ce qui s'est passé. Mais si, c'est grave, mais il y a beaucoup plus grave. En matière footballistique, il y a beaucoup plus grave. Bah ça, avec la théorie de la relativité, il y a toujours plus grave. Mais oui, il vaut mieux avoir une Cher vision Laurent. exacte de l'échelle de la gravité. Cher Laurent, Voilà un incident écoutez, important. Je cher ne le Laurent, nie pas. Attendez, cher laissez-moi Laurent, terminer. non, mais cher Laurent, Laissez-moi ça terminer. Ce n'est pas un Mais incident après, vous allez me footballistique. reprocher de couper les gens et vous me coupez tout le temps. Mais c'est pas un J'ai incident terminé. footballistique. Je comment n'ai pas vous dire terminé. Donc je termine ma phrase. Voilà, c'est un incident où il n'y a pas eu de mort, où il y a des blessés. Apparemment, il y a très peu de blessés graves. Et qui fait la une de toute la presse française et même internationale, en pleine guerre d'Ukraine, alors qu'il y a une élection législative. Enfin bon, c'est une hiérarchie de l'information qui est excessive, voilà, mon avis. Alors, c'est votre avis. Saint-Étienne-Auxerre, c'est un incident footballistique. C'est des supporters dans un stade. Mais ça, c'est votre vocabulaire à vous. Ça s'est passé dans un stade de foot, voilà. Et il y a des incidents, il y en a toutes sortes dans les stades de foot. On ne va pas continuer la discussion parce que c'est le début de l'émission. Donc, en revanche, je vais donner la parole à Dominique Jamais dans une seconde, mais je voudrais juste qu'on voit, parce que Jeanne Cancard était hier soir au Stade de France, et d'ailleurs avec votre complicité, si j'ose dire, elle a reproduit le chemin que vous avez fait en sortant de la porte R pour que les choses soient claires et pour que vous puissiez témoigner de ce que vous avez vécu. Mais voyons la séquence avec Jeanne Cancard. Nous sommes ici au Stade de France, au niveau de la porte R. C'est cette sortie qu'à l'origine, Francis et les autres spectateurs de la tribune devaient emprunter pour quitter les lieux. Mais impossible, la porte est fermée. Les stadiers leur expliquent qu'ils n'ont pas la clé. Toujours bloqués derrière les grilles, les spectateurs, principalement des supporters de Liverpool, parviennent finalement à atteindre une autre sortie pour quitter enfin le stade. Une fois sortis à l'extérieur par ces grilles, c'est le calvaire qui commence à ce moment-là. D'ici à la bouche de métro, il y a entre 500 et 600 mètres, un chemin semé d'embûches. Les personnes que nous avons rencontrées, qui étaient présentes samedi soir après le match, nous décrivent une scène de chaos, nous disent que c'était impossible, très compliqué de traverser cette zone tant il y avait du monde, des tessons de bouteilles jonchaient le sol, des centaines d'individus, parfois même masqués, se faufilaient dans la foule pour tenter de dérober téléphones portables et portefeuilles. Des spectateurs se sont même retrouvés à terre après avoir été bousculés pendant que les fauteurs de troubles insultaient les supporters de Liverpool. Après un parcours plus que tumultueux, les spectateurs comme Francis qui souhaitaient repartir en métro ont pu rejoindre cette station à l'intérieur de laquelle il y avait une présence policière et surtout de nombreux supporters anglais qui nous l'ont dit, ce match en France était peut-être leur dernier. Dominique Jamais, avant de donner la parole à Oui, Francis écoutez, Martin. ce qui a fait de cette affaire une affaire nationale et une affaire d'État, c'est l'ampleur des incidents. Et cette ampleur s'explique par la conjonction d'un certain nombre de phénomènes. Parce qu'il ne faut pas oublier la grève de RERB qui a engorgé les filières d'accès, une affluence extraordinaire, le problème des faux billets et le problème des vrais voyous. Et puis peut-être les consignes erronées données à la police. Il faudrait peut-être expliquer aux policiers, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques, qu'un match de football ou une compétition, ça n'est pas comme une émeute des Gilets jaunes. Il faut peut-être traiter les choses plus calmement et de façon plus festive. Si j'ai bien compris, alors que le ministre de l'Intérieur a essayé assez maladroitement de reporter toute la responsabilité sur les supporters britanniques, qui pourtant ont été plus sages qu'ils ne le sont parfois, ce qu'il faudrait, c'est régler le problème des faux billets, des fausses invitations. Ça, on nous explique que c'est d'ores et déjà fait et qu'aux Jeux Olympiques, ce ne sera pas possible. Nous verrons bien. Il faudra régler, peut-être éviter qu'il y ait des grèves des transports les jours de compétition aux Jeux Olympiques. Il faudra peut-être donner des consignes différentes aux policiers. Mais en revanche, ce que ne semble pas pouvoir régler le gouvernement d'ici les Jeux Olympiques, et ça c'est préoccupant, c'est la composition de la société française et les petits problèmes que pose l'insertion de compétitions sportives dans des quartiers dits populaires. À moins qu'évidemment, toutes les compétitions des Jeux Olympiques s'effectuent dans le 7e arrondissement de Paris. Alors, Francis Martin, vous étiez au stade, vous étiez avec vos deux enfants qui ont une trentaine d'années. Une trentaine d'années, 32 et 29. Donc vous êtes arrivé au stade. On est arrivé vers 19h au stade, en voiture. Effectivement, il y avait énormément de monde. Il y avait peut-être dû aussi à cette grève, parce
qui fait que peut-être beaucoup de gens ont pris leur voiture. Bon, pas de place et on voit tout d'un coup un parking. Sur WhatsApp, on voit qu'il y a un parking à l'université Saint-Denis, qui est 2 stations de métro après la station Saint-Denis, Stade de France. On y va, on trouve une place et on prend le métro. On fait donc 2 stations, on arrive au Stade de France. Là, on sort du métro et on va vers nos places. On était effectivement en tribune, j'ai pris mon billet d'ailleurs avec moi, en tribune R que j'ai gardée. Et en sortant du métro, effectivement, on sentait quand même déjà un peu une tension. C'est-à-dire qu'on fait 200 mètres, il y a environ 5 à 600 mètres de la sortie du métro au Stade de France. On fait à peu près 200 mètres, 250 mètres. On voit un énorme attroupement, mais une foule très importante. Il y avait un premier filtrage, si je puis dire, de stadiers, de stewards qui ne laissaient passer, je pense, que les gens qui avaient un billet. Donc, mais une queue absolument forte, de l'attention. Et ce qui est important de dire, parmi tous ces gens, et on était avec beaucoup de supporters de Liverpool à ce moment-là, ça se passait bien avec eux, il n'y a pas de problème. Par contre, on a vu déjà, il y avait des individus, on va dire, des jeunes, voilà, qui étaient parmi tous ces supporters, qui essayaient de se faufiler un petit peu. Il y en avait certains qui essayaient de passer par-dessus les grillages. Bon, nous, on passe. Bon, OK. On va vers la tribune R, qui est à côté du virage, d'ailleurs, où étaient tous les supporters du Real de Madrid. Nous, la queue, que des gens de Liverpool. C'est bloqué. Tribune R, on ne peut pas rentrer. On attend. Je pense qu'il y a des gens qui devaient être là depuis déjà 1 heure. Donc, c'était quand même très long. On l'a revu après, je pense, dans certaines émissions, que beaucoup de gens, effectivement, ont attendu énormément, ont été poussés contre le grillage. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu des dysfonctionnements, ce que vous disiez, il y a plusieurs choses un peu multiples. Vers 8 heures, les portes commencent à s'ouvrir. Donc, on passe, mais une cohue... Là, vous n'étiez pas entré dans le stade. On n'était pas entré dans le stade. Les portes ne sont ouvertes qu'à 8 heures. À peu près vers 20 heures. Donc, le match était prévu à 21 heures, à peu près 1 heure avant. Bon, tout le monde pousse pour rentrer parce que les gens attendent depuis longtemps. On sent qu'il y a vraiment plus qu'un agacement, une agressivité qui commence à monter. Donc, on rentre avec nos billets. Je retrouve un copain qui était là par hasard, qui avait eu une place en fait par voie numérique et qui n'a pas pu rentrer dans le stade parce que ça ne passait pas. Il est resté bloqué, il n'est pas rentré au stade. Nous rentrons, donc nous montons. Pas de problème entre supporters. Je veux dire qu'à la tribune R, dans laquelle nous étions, il y avait beaucoup de supporters de Liverpool et à côté, il y avait toute la tribune qui était à plusieurs milliers de supporters du Real. Tout s'est bien passé pendant le match, autour de nous, mais vraiment pas de problème. Aucun souci. Et c'est pour ça que ce n'est pas un problème de supporters, non, c'est important de le dire. C'est très important. Alors on voyait qu'en face, effectivement, la tribune rouge des Reds qui avait été rempli aux 2 tiers. Bon. Et c'est pour ça que le match a été retardé. J'ai un de mes amis avec qui je bosse, qui est président du district de Paris, qui avait une place en tribune d'honneur, qui était invité. Je voyais hier que vous aviez interviewé Patrick Gobert, qui est un copain. Tout à l'heure. Voilà, qui est le président du Paris Football Club, association que je connais bien. Et il n'a pas pu rentrer au stade. Donc le match se déroule bien. Le match se déroule bien, pas de problème. Alors ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand vous ralliez, quand vous sortez dehors, dès que le match, dans ce couloir dangereux, manifestement. Voilà, alors dès que le match se termine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors dès que le match se termine, je dis avec mes enfants, allez, on se casse et on va vite reprendre le métro pour récupérer la voiture. Bon, on veut sortir du stade et en bas de la tribune R, à côté de la tribune RS, enfin ça ne vous dira rien, mais c'est un peu précis, parce qu'il faut être très factuel, les portes sont fermées. Et là, vraiment, les stewards ou les stadiers nous disent, on n'a pas les clés, on ne peut pas vous ouvrir. C'est absolument incroyable. On n'a pas les clés. Et là, je pense que s'ils n'ont pas les clés, ce n'est pas un problème de double billetterie. Oui, ils n'ont pas les clés. Donc, agglutinement de toute cette foule qui descend des tribunes, petite sortie vers la gauche, alors nous on cherche, on entendait des gens, ma fille aussi, d'autres qui disaient, on veut sortir du stade. Parce que là, la panique gronde et gagne tout le monde. On arrive finalement, au bout d'1 quart d'heure, à sortir du stade, mais plus loin en fait que la tribune qui nous était dévolue, pour sortir. Et on arrive vers le long chemin qui nous ramène au métro. Là, la police nous dit, ils sont tous devant, on n'y va pas, c'est bloqué. À juste titre, sans doute, parce qu'il devait y avoir des problèmes, on l'a vu par ailleurs après. Bref, au bout de 10 minutes, ils nous autorisent à prendre ce chemin. On prend ce chemin et là, il n'y a pas de sécurité.
sur ce chemin pendant 500 mètres. Aucune Donc il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de steward, il n'y a rien du tout. Et là, donc, vous êtes sur un chemin avec... Alors, autour de vous, encadré. il y a combien de personnes? Alors, pas sur les 200 premiers mètres, on était, mais après, sur les 300 derniers mètres, on est entouré à gauche, à droite, d'individus qui sont c'est vraiment pas des supporters, mais en clair, ils n'ont pas le maillot du Real et qui avaient une agressivité pour, contre les supporters de Liverpool qui étaient ravis visiblement que le Real. Mais c'était une excuse en fait. C'était pas les supporters du Real, ils s'en foutaient. C'était vraiment pour combien y en a-t-il? Je peux vous dire qu'il y en avait, mais vraiment 200 à 300, 400. Ce sont des gens qui sont là pour violenter, pour agresser, complètement. pour dépouiller. J'ai vu à côté de moi, j'ai vu à côté de moi un monsieur qui a été agrippé. C'est pour ça tout à l'heure, Monsieur Geoffrin, vous parliez, et vous avez raison. Dans l'absolu, il n'y a pas de mort, mais je peux vous jurer qu'il aurait pu y avoir des morts. J'ai vu un monsieur, et non, et c'est que je veux dire, il ne faut pas en arriver là. Vous voyez ce que je veux dire, pour qu'il y ait des morts, pour pas mon souhait. Mais non, vous le précisez. Il y aurait pu avoir des morts. Voilà, il y avait un monsieur donc qui a été agrippé par 2-3 personnes. Les autres sont venus. Heureusement, il a été défendu par 2-3 personnes qui l'ont tiré. À côté de moi, il y avait un père anglais avec son fils dans les bras qui avait 5-6 ans, qui le tenait, qui le protégeait comme ça. Sa femme se mettait à hurler. C'était comme ça, sans discontinuer. Et vous étiez avec combien de supporters qui regagnaient on était nombreux, c'est-à-dire qu'on était nombreux, on était entourés par effectivement tous ces individus dont beaucoup étaient masqués, et ceux qui pénétraient à l'intérieur quand même pour essayer de dévaliser, pour essayer de prendre des choses, étaient masqués. C'est pour ça que j'ai dit attaque de diligence. C'est pas de la propagande, pardonnez-moi Laurent Geoffrin. C'est le principe de l'attaque de la diligence. Donc vous, évidemment, c'est toujours propagande. Mais si. De diligence, c'est avec des pistolets. Dans les westerns, en tout cas, puisque vous prenez cette image. Non, mais c'est une métaphore. C'est une métaphore. C'est de la délinquance qu'il faut combattre, on est d'accord. C'est une métaphore. Est-ce qu'on peut parler? C'est une métaphore. Mais vous n'arrêtez pas de parler. C'est une métaphore. Vous avez des gens qui sont dans un stade. Il y a de bonnes métaphores, il y en a des mauvaises. Eh bien, ça, moi, je la revendique. Revendiquez ce que vous voulez, vous vous trompez. Comment vous appelez des attaques de gens qui... Est-ce que je peux terminer une phrase? Des agressions contre les personnes Est-ce que je peux terminer une phrase? Allez-y. Comment vous appelez des supporters qui ont vécu un match, qui sortent d'un match, qui sont attendus par 400 personnes dans un guet-apens? Vous appelez ça comment? Des agressions physiques inadmissibles. Bon, moi, j'appelle ça des attaques l'esprit de l'attaque de diligence. Je suis désolé de vous le dire. C'est une expression qui vous ennuie. Terminé. Qui ne correspond pas à la réalité. Pour terminer, donc, on arrive. Alors, on a vu un escadron de police à un moment, ça c'est vrai, qui revenait en fait du métro. Je pense qu'il y avait dû avoir des problèmes au métro, mais il revenait. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. Alors, il n'y a pas de sécurité. Il y en avait quand nous sommes arrivés dans le métro. Oui. Ça, il y avait effectivement de la sécurité. Je pense que c'est ce qui a beaucoup calmé et que les gens ne sont pas descendus. Parce que, alors, on arrive effectivement tant bien que mal au métro. Moi-même, un moment, j'ai pris ma fille sous mon épaule parce qu'il y a quelqu'un qui l'a tirée comme ça. Voilà, mon fils était derrière. Vos enfants qui ont une trentaine d'années. Oui, et mon fils était derrière, prêt à intervenir. Voilà, mais dans ces cas-là, vous emmenez pas large. Vous avez eu peur? Ah, très peur. Très, très peur. Et surtout, Pascal, pour terminer, quand on est arrivé au métro, à la bouche de métro, ils étaient effectivement tous là, sur les côtés du métro, de la bouche de métro, et en face. Voilà, ils étaient tous agglutinés. Et le chemin sur ces 400 mètres était parsemé, mais vraiment de bouteilles de verre cassées. Enfin, c'était... Bon, alors... C'est vrai quand il y a l'Ukraine, quand il y a d'autres choses, mais ce que je veux dire, c'est un paysage totalement apocalyptique. Et quand on vient voir un match de foot, je pense que on repart de là avec une tristesse, mais qui est très très forte. Dans le métro, il y avait donc des Anglais, la sécurité, donc plus de problème. Je disais aux Anglais, mais j'arrêtais pas de leur dire, mais je suis désolé, I'm sorry. Personne ne m'écoutait. Mais vraiment, tous les gens étaient hagards, étaient malheureux, étaient tristes. Et là, un grand sentiment quand même de honte quand même pour nous, pour l'image qu'on donne. Enfin, c'est quand même important. C'est pour ça ce que vous disiez, on s'est repris dans le monde entier. Parce que cette finale, la Coupe des Champions, c'est une image formidable. Voilà. Donc, donc je voulais simplement dire qu'il y a eu des faux billets. Certainement, il y en aura toujours. Peut-être qu'il y en avait plus là. Mais ce n'est pas une affaire de faux billets. Ça n'a rien à voir. Mais il y a eu des incidents au début du match. Et il y a eu certains incidents. Vous n'en parlez pas de cela? Si, il y en a qui étaient liés aux faux billets, justement, si j'ai bien compris. Et les faux billets. C'est pas une excuse. Ce n'est pas le problème. Est-ce que j'ai dit que c'était une excuse? Le problème des faux billets, c'est peanuts. C'est pas ça.
la soirée du Stade de France. La soirée du Stade de France, c'est ce que raconte monsieur. On n'a parlé que de ça depuis le début. Mais non, mais moi je n'en parle pas. C'est le ministre de gouvernement qui l'Intérieur parle des faux billets. Moi, c'est pas mon sujet, les faux billets. Ce n'est pas mon... Bon, vous éliminez une partie de la réalité. Ce n'est pas mon sujet. Non, c'est une Il y aura tentative toujours des... d'élaboration. Manifestement, ça a Franchement, créé... c'est insupportable, Laurent. Franchement, vous parlez tout le temps, c'est insupportable. Moi, je vous le dis, c'est insupportable. Non, mais c'est vrai que vous exprimez de manière nuancée, c'est évident. Non, mais c'est insupportable. Mais allez-y, parlez. Le faux billet, c'est un sujet parallèle, mais c'est pas le problème. Qu'il y ait 2000 ou 2500, c'est pas le problème. Le vrai sujet, c'est ça. Mais Et ça, c'est pas lié au faux billet. Est-ce que c'est pas des quartiers où il y a déjà des agressions qui sont inadmissibles aussi et que on est d'accord là-dessus? C'est ça qui m'intéresse. Mais contrairement à ce que vous dites d'ailleurs, le préfet, je prends un fan du préfet en question, il a dit ça, qu'il y avait 300-400 personnes qui avaient attaqué les... Il l'a dit ça tout de Il a suite. surtout tenté de faire diversion, encore une fois, avec les faux billets. Mais, Mais il l'a dit ou il l'a pas dit? Ce qui est frappant... Il l'a dit ou il l'a pas dit, les 300? Non, mais il a fini par le dire, il a fini par l'accorder, mais c'est pas ce qu'il a dit. Je l'ai vu il y a 3 jours. C'est pas ce qu'il a dit en tout premier lieu. Il a commencé par argumenter justement sur les faux billets. Ça a pour dû tenter de jouer faire un rôle diversion. aussi. Mais les faux billets, de toute façon, même si c'est le cas, c'est inexcusable aussi. Parce que comment est-ce qu'on peut imaginer qu'en France, on puisse faire marchandage de jusqu'à 30 000, ce sont les chiffres qui avaient été avancés dans un premier temps, 30 000 faux billets, sans être interpellé, sans qu'il y ait une enquête, sans qu'on puisse le détecter. Il y en a pas Ce serait... 30 000. Mais il n'y en avait pas eu 30 000, évidemment. C'était un chiffre exagéré, oui. Bah, évidemment. Et donc, ça pose vraiment des questions sur l'organisation de la sécurité autour de ce match de foot. Au-delà du match, de ces incidents, du trouble que cela jette, il y a un débouché politique. C'est-à-dire que Gérald Darmanin s'est cru très malin en imputant aux Britanniques, aux seuls Britanniques, la responsabilité de ce qui s'est passé, ce qui était tout simplement faux, au risque de créer un climat détestable entre les deux côtés de la Manche. Mais ce qui est intéressant, c'est l'absence, pour l'instant, l'absence de réponse politique. Vous signaliez tout à l'heure le silence du président de la République qui n'a rien à dire, ça regarde le gouvernement. C'est incroyable d'ailleurs. Ce qui est quand même je pense qu'il va prendre la parole bizarre. parce que ça fait 4 jours, il n'a toujours pas pris la parole. Et s'il ne prend pas la parole, on va rester sur cette dernière sortie d'hier. Mais donc il va la prendre. Ça attire l'attention donc sur les Jeux Olympiques et d'autres compétitions à venir d'ici là. Mais ça attire l'attention au-delà, si on prend un peu de hauteur par rapport à cet incident, qu'il y a en France un certain nombre de problèmes qui s'appellent logement, éducation, santé, sécurité, qui ne sont pas réglés, qui sont toujours pendants, et dont c'est la responsabilité du gouvernement de les régler. Mais c'est pour ça que le faux billet, ça peut être un sujet, mais les faux billets, c'est un problème qui n'est pas du même ordre. Le vrai problème du Stade de France, c'est quoi? C'est que tu vas avec tes enfants dans un endroit de France et tu risques ta vie. C'est ça le vrai sujet, Laurent Geoffrin. C'est pas autre chose. Et dans certains quartiers, ça veut dire que tu ne peux pas aller dans une manifestation populaire et, je veux dire, et en sortir comme si de rien n'était. C'est-à-dire que les gens, ils ne reviendront peut-être plus. On va entendre des Anglais, des Espagnols. C'est ça que le ministre de l'Intérieur devrait dire. Alors lui, il axe sur les faux billets parce que c'est une manière de faire diversion. Je voulais vous dire, c'est caricatural. Chacun axe sur l'aspect qui l'arrange. Exactement. Le ministre de l'Intérieur dit c'est les Anglais. Vous dites c'est les gamins des banlieues. Mais je ne dis pas ça. Les voyous des banlieues, c'est eux les responsables. Mais je n'ai pas dit ça. Il y en a d'autres qui disent... Pourquoi vous dites ça? Je ne l'ai pas dit. Si. Ben non, j'ai pas dit ça. Vous avez dit quoi? L'attaque de Dijon, c'est pas des voyous? J'ai pas nommé les gens puisque j'attends de savoir qui était là. Il y avait samedi soir, il n'y avait pas que des gosses des banlieues. Enfin, il y avait des délinquants. Mais il n'y avait pas que des gosses des banlieues samedi soir. Il y avait des immigrés en situation irrégulière, il y avait des étrangers qui n'auraient jamais dû être là. Non. Il y avait même des Péruviens, j'ai vu. Mais bien sûr, donc il y avait des migrants, etc. Et en fait, j'attends précisément et j'essaye d'être prudent. D'ailleurs, on va écouter tout à l'heure, on va voir un sujet sur les comparaisons. Vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, il n'y a qu'une personne en prison? Une personne en prison après ce qui s'est passé samedi soir? Ça vous étonne pas? Si, ça m'étonne. Et les peines qui ont été prononcées sont minimes. Écoutez, on va marquer une pause. C'est un sujet, en tout cas, que je trouve central dans la société française. La sécurité, c'est quand même central, la sécurité. De savoir si on peut aller tranquillement dans un endroit. Je suis d'accord pour dire que c'est central. On n'a pas les mêmes visions sur la manière de la traiter. C'est ça la différence. On se rejoint. Restez avec nous quelques secondes encore. On écoutera beaucoup de témoignages. Vous savez que ce qui est intéressant, parce que nous, effectivement, c'est des sujets difficiles pour les Français, mais
Lisez la presse étrangère. Lisez la presse espagnole. Lisez la presse anglaise. Mais ils sont à boulet rouge sur nous. Je sais, oui. Et ils ont raison. Il m'arrive de m'informer. Dominique Jamais. Et ça, c'est Et je vous ai dit, il y a un c'est problème. un autre aspect non négligeable du problème. L'image de la France en sort abîmée, effondrée. Les gens se moquent de notre pays, ou ils craignent le pays. Il y aura des retombées matérielles sur le tourisme, il y a des retombées psychologiques. La France n'est plus un pays fréquentable. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le gouvernement et le président de la République bottent en touche, et le ministre de l'Intérieur notamment, en attribuant tout cela aux Anglais. Et d'autre part, alors qu'il y a des centaines de voyous qui s'assemblent à l'occasion d'un match pour détrousser, piller, voler, attaquer les gens, etc. Les responsables politiques de la Seine-Saint-Denis ont une réaction tout à fait curieuse en disant « Ah, on a profité du match pour attaquer Saint-Denis, pour attaquer notre département ». Il devrait dire au contraire, nous sommes dans le malheur contents que ces incidents attirent enfin l'attention du gouvernement, de la France et du monde entier pour qu'on remédie à la situation des quartiers populaires qui entourent le Stade de France. C'est une double faute diplomatique de Gérald Darmanin. Dans un premier temps, de ne pas avoir su protéger les ressortissants anglais qui étaient présents. Il fallait voir la tête et par de la suite de les accuser. Il fallait voir la tête de la ministre des Sports. Oui, parce que Madame Contrainte au Oudéa, silence. je suis d'accord, Madame Oudéa-Castéra, elle est très intelligente, très brillante. Elle était à côté du ministre, mais évidemment, je ne suis pas sûr qu'elle partageait ce qui se disait à côté d'elle. La pause et nous revenons. Il est 9h30 de Audrey Berthaud. Le délai du droit à l'oubli réduit de moitié. Concrètement, si une personne est guérie d'un cancer ou de l'hépatite C depuis 5 ans, elle ne sera plus obligée de mentionner sa maladie lors de la signature du contrat avec son assureur. Une avancée saluée par les associations qui rappellent les difficultés pour les personnes malades de pouvoir s'endetter pour acquérir un logement. À partir du mois de juin, les véhicules avec une vignette critère 4 ne pourront plus circuler dans le Grand Paris, en plus de Paris Intramuros. Cette interdiction reste valable tous les jours pour les poids lourds et les bus. Une amende de 68 € pourra être appliquée. Enfin, Emmanuel Macron se rendra demain à l'Arc de Triomphe pour raviver la flamme à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre Elisabeth II. Le chef de l'État, accompagné de l'ambassadrice du Royaume-Uni en France, déposera une gerbe au pied de la tombe du soldat inconnu. Dit pour Marine Lançon, on va écouter dans quelques instants le sujet sur le bilan des comparutions. Mais pour que les choses soient claires, alors que je rappelle que Francis Martin est avec nous, il était au Stade de France samedi soir. Selon une source du préfet Lallemand, parce que vous me disiez tout à l'heure que je pointais du doigt la Seine-Saint-Denis et ceux qui y habitent. Pas du tout, au contraire. Selon une source du préfet Lallemand, aujourd'hui à Paris, plus de 80% de la délinquance à Paris sur touristes, ce sont des migrants sans papier. Ce sont des migrants sans papier qui dévalisent, etc. C'est pour ça que je parlais d'attaque de diligence. Et pareil, là, il y avait beaucoup de gens qui étaient des migrants, qui étaient des étrangers, qui n'avaient rien à faire là. Il n'y avait pas uniquement des habitants, peut-être y en avait-il d'ailleurs, de la Seine-Saint-Denis. C'est pour ça que je ne souhaite pas du tout pointer du doigt personne. J'attends. Simplement, je voudrais qu'on écoute le sujet de Marine Mulset sur les bilans des comparutions hier, avec des peines qui ont été prononcées qui me paraissent bien légères, comme toujours, et qu'il y a une seule personne, qui dort en prison à l'heure à laquelle je vous parle. Marine Mulset. 3 individus interpellés au Stade de France samedi soir ont été condamnés en comparution immédiate à Bobigny hier après-midi. Un homme âgé de 24 ans de nationalité algérienne sans casier judiciaire a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir volé le téléphone portable d'une Britannique. Un homme de 34 ans qui se présente comme étant palestinien. En situation irrégulière, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et déjà connu des services de police pour des faits de vol en réunion. Il était jugé pour avoir volé le collier d'une autre Britannique et pour avoir mordu le bras de son ami qui tentait de l'intercepter. Il a été condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Un homme de 25 ans né en Algérie, jugé pour le vol d'une montre de luxe et d'un téléphone portable. Déjà connu pour des faits de vols aggravés, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Mais sa situation est en cours de régularisation. Il écope, lui, de 10 mois de prison avec sursis. Sa peine est aménageable en semi-liberté. Une autre affaire concernant 3 hommes de nationalité péruvienne, tous en situation irrégulière, a été renvoyée au 5 juillet. Poursuivis pour avoir volé en réunion plusieurs dizaines de téléphones portables. 2 d'entre eux ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement. Bon, c'est
C'est vrai que c'est quand même étonnant le profil des personnes qui n'ont rien à faire en France, en fait. Et tu découvres ça parce qu'il y a un incident. Mais tu vas dans Paris, il y a plein de gens qui n'ont rien à y faire. Je connais le problème. Oui, vous connaissez le problème, mais il n'est pas résolu. Donc, ce qui fait qu'il y a des quartiers dans lesquels tu ne vas plus. Parce que ces migrants-là... Comment ? Par aucun gouvernement. C'est vrai. Oui, quoi. Moi, si vous me permettez, pour me balader dans Paris et un peu en France, j'ai l'impression qu'il y a plus de migrants sans papier qu'il y en avait il y a 15 ans. Si vous me permettez. Mais ça, c'est voilà, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate. C'est lié au fait que les flux migratoires ont tendance à augmenter. Bon, des témoignages des supporters comme le vôtre, Francis. D'abord, depuis, vous n'avez pas été blessé, c'est important de le dire. Vos enfants ont été un peu, ils sont grands de toute façon. Bon. Et personne ne vous a appelé d'ailleurs. Il n'y a pas eu de coup de fil de la police, rien du tout. Non, un message. Pas du tout. Non, ce qui était un mot par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de violence, mais je pense que la violence, de toute façon, on vit tous un peu avec. Elle fait partie de la vie. Je veux dire, il y a une violence sociale, il y a une violence, il y a le chômage. Enfin, il y a plein de choses qui sont violentes. Donc, on vit avec cette violence. Mais ce que moi je retiens et ce qui m'a vraiment terrorisé, c'était le regard de tous ces gens, c'est-à-dire que de ces individus qui avaient un regard mais de haine. Et la haine, je trouve, c'est terrible, quoi. Je veux dire, quand on peut plus rien se dire. Je veux dire, c'est la haine. Voilà, ça fait peur. Voilà. Écoutez, on ne peut que se demander comment les Français garderaient, et combien de temps d'ailleurs ils garderont, encore la moindre confiance dans la police, dans la justice, dans la loi et dans l'État. Quand comparaît devant un tribunal une personne qui vient de commettre un délit, voire un délit assez grave, que le juge dit « Tiens, vous avez une obligation de quitter le territoire français ». Et puis il le relâche et le monsieur qui a l'obligation de quitter le territoire français repart sur le territoire français où il restera, semble-t-il, indéfiniment. C'est vraiment quelque chose de démoralisant d'une part et de consternant d'autre part. Et être dans un pays, vivre dans un pays où des lois formelles, elles sont ce qu'elles sont, c'est la loi, où les lois sont systématiquement non appliquées. C'est insupportable. L'État il y a un autre exemple, j'ai lu les articles, hein. Il y a un monsieur qui s'appelle Oussama. Oui. Il est en centre de rétention, donc il va être expulsé. Donc... Mais non, il ne va pas être expulsé. Si, il est mais en centre de rétention. Parce que si les citoyens d'un pays qui refusent de le reprendre, il n'est pas expulsé. Ça, on va voir, c'est autre chose. Mais on va voir. En tout cas, on le voit tous les jours. Mais les personnes qui ont été témoignages. Si vous vivez dans un pays, mais non, des témoignages. Si vous vivez dans un pays où devant le tribunal, le type dit « Ah oui, j'ai l'obligation de quitter le territoire français, mais je ne le quitte pas ». Et que le tribunal dit « Ah bon ». Non, mais il est en centre de rétention, il est prisonnier. Non, mais Laurent, prisonnier. on sait bien qu'il ne va pas partir. Vous le savez on ne sait pas, on va voir. Statistiquement, on le sait. Voilà. Mais bon, l'État, mais là, c'est un cas particulier. Je me permets de citer un autre cas particulier, vous en citez un, j'en cite un. Ce que dit Dominique Jamais est juste, c'est-à-dire que l'État est fort avec les faibles avec les forts. L'État, il ne sait qu'une chose aujourd'hui, c'est imposer. Les sont forts. Mais on ne peut pas. Je sais pas. Bon, moi, je ne vous parle plus. Ça, allez-y. Mais non, on ne peut pas parler. Vous parlez sous les gens en permanence. C'est une manière de discuter qui n'est pas agréable. Non, je ne parle plus. On va écouter les supporters. Non, je suis fâché. On va écouter les supporters du Real Madrid. Là, vous allez voir quelques supporters. Alors, Martin, par exemple, qui est supporter du Real Madrid. Écoutons. Il y avait des gens, des criminels, je ne sais pas comment l'appeler, beaucoup, des centaines de gens ou d'hommes, parce qu'ils étaient tous hommes, qui venaient à nous attaquer. Ils m'ont volé mes tickets. On avait 4 tickets. Ils ont pris mes billets. Les billets m'avaient coûté 6 000 €. Mais dans ces moments-là, ce n'était pas une chose d'argent, c'était une chose d'avoir peur pour mes enfants et pour nous. À la sortie, c'était pire. Il y avait plus d'attaqueurs. Ils ont essayé de voler les sacs de ma femme. Ils regardaient mes enfants pleurer et ils rigolaient. Ils trouvaient que c'était amusant, notre père. Et moi, vous savez, ce qui me frappe le plus, Laurent Geoffrin, c'est l'espace médiatique sur ce qui s'est passé samedi. C'est-à-dire que les commentaires, les témoignages commencent à affluer, mais globalement, on en parle assez peu de ces témoignages. Nous, on en parle beaucoup ce matin, mais globalement, l'espace médiatique, et ça, toujours
pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que ce n'est pas les bons coupables, ce n'est pas les bonnes victimes. Si c'était des suprémacistes blancs qui avaient attaqué le Stade de France, on en parlerait matin, midi et soir. Mais ce ne sont pas les bons coupables. Parce que les coupables migrants étrangers, au fond, ce qu'on considère, c'est qu'ils ne sont pas responsables, il faut les aider, ce n'est pas de leur faute. Je la fais courte, hein. Je la fais courte. Mais on est dans la culture de l'excuse. Bon. Oui. J'ai pas lu qu'il y avait des articles qui disaient c'est pas de leur faute, c'est pas grave, ils sont pauvres. J'ai pas lu ça. Premier point. Deuxième point, tous les exemples que vous citez là, je les ai lus dans les journaux. Alors peut-être qu'on lit pas les mêmes journaux, mais moi je les ai lus dans les journaux. Alors peut-être qu'ils n'ont pas mis assez haut, en gros, énorme. Mais attaque de migrants, c'est possible. Et c'est ce que vous avez dit au départ. Vous avez dit vous en faites un fromage. C'est l'expression que vous avez employée. Vous trouvez que c'est un fromage qu'on en fait, alors que pour moi, je pense que c'est une information capitale de la France. Vous m'avez coupé, mais c'est pas grave. Je ne me plains pas. Je parle de la hiérarchie des accidents, des incidents, des troubles qui ont lieu à l'occasion des matchs de football. À l'occasion des matchs de football, il y a infiniment d'incidents qui sont beaucoup plus graves. Là, on en parle pour des raisons symboliques. Il faut arrêter de minimiser. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a eu très peu de blessés physiques qu'il n'y a pas de nombreux traumatismes. Il y a plusieurs dizaines de milliers de supporters et de supporters étrangers en plus. Donc il y a l'image de la France qui est en question, qui sont repartis chez eux traumatisés. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce type de moment, Laurent Geoffrin, mais il faut penser à ces enfants. Vous êtes un vieux briscard. Alors, il faut penser à ces enfants qui sont venus avec leurs parents et qui ressortent traumatisés, qui vont devoir aller voir des psychologues pour réussir à dormir pendant les prochaines semaines. Quand on pense qu'on a retiré l'organisation de ce match très important à Saint-Pétersbourg, on a bonne mine. D'autres témoignages. Patrick Gobert, vous disiez que c'est un de vos amis, il est président de la fondation du Paris Football Club. L'association. De l'association. Écoutons-le. J'ai pris conscience que ça allait être compliqué quand des troupes de gamins, ce qu'on appelle des gars de cité, qui n'avaient pas de maillot de Liverpool, encore moins du Real de Madrid, ont commencé à envahir les lieux et à pousser pour essayer de rentrer. Ils étaient entre 200 et 300. Et ils s'amusaient d'une porte à l'autre à porter leur escouade comme un danger permanent. Et là, on s'est vite retrouvé en situation de stress. Et c'est à ce moment-là que j'ai été moins vigilant, que je me suis piqué mon portefeuille. Mon ami Yacine s'est fait braquer son téléphone. Et puis notre Christian, qui est un colonel de réserve, qui a fait la guerre d'Algérie, j'ai vu dans ses yeux l'effroi. J'ai vu la peur. Et il a fallu l'extirper, il est tombé par terre. Bon, aujourd'hui, il a une côte fêlée, il se repose, mais sincèrement, c'était la violence. C'était vraiment... On ressentait cette pression et ce jeu, mais c'est un jeu certainement, on pourrait dire, pervers, quoi. Parce qu'eux, ils s'amusaient, ils criaient, ils hurlaient, ils chantaient, et ils essayaient d'enfoncer les portes. Et à ce moment-là, les CRS sont arrivés, donc on a pris des coups de matraque. Et puis surtout, je vais vous dire, moi j'ai été éducateur de rue dans un foyer, j'ai fait de la prévention dans une autre vie. Je connais bien ces garçons, je les connais, sincèrement. C'était les mêmes qu'il y a 30 ans. Ils sont peut-être différents dans leur attitude, mais ils sont là pour foutre le bordel et pour profiter de ce bazar afin de faire leur petite délinquance, leur petit business. Ce que je retiens aussi, c'est tout le monde rapporte des témoignages, c'était vrai Martin, c'est vrai avec Patrick Gobert, de personnes qui s'amusent au fond, qui jouissent, ce que vous disiez aussi, vous, qui jubilent, comme si le mal était présent dans leur comportement. C'est ça que je retiens aussi et qui fait un peu peur. Ah, ça fait, tout à fait. C'était effectivement, il y avait un côté de réjouissance par rapport à faire mal à l'autre. Et ça me refaisait penser à un bouquin que j'avais lu il y a longtemps. En fait, et ça, c'est Orange Mécanique, en fait. Ah oui, c'est la France, Orange Mécanique, c'est le livre de Laurent Oberton. C'est vraiment Orange Mécanique, et ça fait peur. Ça fait peur, qui s'appelle le Léviathan. Et effectivement, parce que l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire qu'on se détruit, l'homme détruit l'autre, en fait, et se réjouit dans la destruction de l'autre. C'est horrible, parce que c'est exactement la vérité, c'est ce qu'on a vu samedi soir. Et c'est là où je pose des questions. C'est très pessimiste. Mais faut prendre... D'abord, il ne faut pas être dans le déni. Et après, on sait bien ce qu'il faut faire. Il faut travailler l'éducation, changer toute l'éducation et donner à ces jeunes gens
la possibilité de grandir avec de l'autorité, etc. Et puis être sans doute à court terme dans une réponse pénale assez forte pour que la société ne soit pas mise en danger par ces individus. Voilà, qu'il faudra évidemment déterminer. Qui sont-ils les 400, hein, bien évidemment. Absolument. Audrey Berthaud, il est 9h45. Dans un énième effet domino de l'invasion de l'Ukraine, le Danemark vote par référendum aujourd'hui sur son entrée dans la politique de défense de l'Union européenne, tournant ainsi la page à 3 décennies d'exception. Et fin du questionnaire médical pour la majorité des emprunteurs. Ce questionnaire sert de base aux établissements financiers pour déterminer l'état de santé d'un client. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui emprunte et assure moins de 200 000 euros ne sera plus soumise à cet examen de santé. Puis à partir d'aujourd'hui également, les éleveurs de poussins doivent prouver qu'ils ont commencé à installer des machines pour détecter le sexe des poussins à naître. Ils ont jusqu'à la fin de l'année pour réaliser les travaux. L'objectif est d'en finir avec le broyage des poussins d'ici fin 2022. Patrick Gobert parlait de notre Christian tout à l'heure, qui a fait la guerre d'Algérie, disait-il, qu'à un certain âge. C'est Christian Amara, lui, il est président d'honneur du Paris Football Club. Il a une côte cassée. Écoutons-le. Les gens commençaient à s'agglutiner. Et c'est là qu'est arrivée une masse énorme de jeunes. Et là, ils ont commencé à vouloir rentrer à la force, si vous voulez. Et c'est là qu'est intervenue, si vous voulez, la gendarmerie, les gardes mobiles. Et là, ils n'ont pas regardé qui avait des papiers, qui n'avait pas de papiers. Ils ont commencé à asperger tout le monde de lacrymogène. Patrick Gobert s'est fait voler son portefeuille. Mon copain qui était avec moi s'est fait voler son téléphone. Moi, j'avais un grand manteau, donc ils n'ont pas pu, mais je suis tombé et j'ai pris un coup de pied ou je ne sais pas exactement. J'ai une côte qui est fêlée quand même. Hein. Bon, je vais vous épargner d'autres témoignages que nous avions parce que tous rapportent la même chose. Simplement 2 ou 3 petits tweets. C'est Martin Varsavski qui dit ceci est un mensonge, personne n'est en retard, parce qu'en fait, il a pris la photo du Stade de France et ce qui était écrit en anglais ou disant le match est en retard, les supporters sont en retard. Et bon, et il dit ceci est un mensonge, personne n'est en retard. Il y a des foules qui volent les spectateurs, billets, téléphones, portefeuilles sont volés. Ce quartier de Paris est un vrai danger. Là, il est 21h02. Il est 21h02. Et déjà, le gouvernement a choisi sa ligne éditoriale, si j'ose dire. Il dit c'est de la faute des Anglais. C'est ça qui est formidable. À 21h. À 21h. Vous avez Ava Lalana. Vous voyez qu'il y avait des gens qui n'avaient pas pu rentrer. Non, il vous dit c'est faux. Il vous dit c'est faux, puisque tout le monde est là en fait. Quand il y a des échauffourées aux abords d'un stade, il est logique au bout d'un moment qu'il y ait des gens qui aient des difficultés pour pouvoir rentrer dans le stade. 2 heures d'attente à Valalana, seulement entrée à la mi-temps, gaz lacrymogène, 4 fois malgré le fait que nous étions paisibles. Mon cousin de 14 ans tabassé par des personnes qui tentaient de lui voler son billet, ne les laissez pas nous accuser. Voilà ce qu'a dit avec une photo. L'après-match d'hier soir a été le plus effrayant que j'ai jamais connu. Des gangs organisés se sont mis à agresser des fans qui partaient. Pas un policier en vue. J'ai été témoin de tant d'attaques et d'embuscades contre des participants sans méfiance. Répréhensible l'UEFA. C'est bon. Il y en a tellement que je peux pas tous vous les passer. En revanche, ce qui se passe en Angleterre, ça m'intéresse. Et on va écouter en Angleterre le maire, parce que le maire de Liverpool, il a également été agressé, le maire de Liverpool. Écoutez-le, il était au micro d'RTL. Je n'ai pas été agressé, hein. On m'a juste volé des choses. Mais comme je l'ai dit, ma préoccupation majeure, même bien avant ce vol, c'était le fait que je ne me sentais pas en sécurité à l'approche du stade. Pour une raison inconnue, des accès étaient fermés. Et les fans étaient envoyés contre des barrières dans des zones déjà remplies de monde. Je fais partie de ces gens à qui la gendarmerie a dit d'escalader. Donc j'ai enlevé ma veste, celle où mon téléphone était rangé, et j'ai escaladé. Ensuite, je me suis rendu compte que ma poche avait été fouillée, que j'avais été volé. Je n'ai pas pu voir qui avait volé. C'était si rapide, si organisé. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Ce qui s'est passé, c'est le résultat d'une mauvaise anticipation, d'une mauvaise organisation. Nous savons tous que tout ça a été inventé sur place.
C'est grotesque. Je pense qu'ils essayent de dévier l'attention. Parce que ce qui s'est vraiment passé samedi, c'est une défaillance de l'organisation. Évidemment. Pour le coup, évidemment. Ce qui est frappant, et ce que souligne le maire de Liverpool, c'est la dissémination des fake news, en fait, par le gouvernement. Où on accuse à tort, volontairement, tout en sachant que c'est faux, des supporters anglais d'avoir semé le chaos. Oui, mais paraît-il qu'à l'intérieur de la Macronie, ça bouge un peu quand même. Ouais, et il y a de nombreux hauts fonctionnaires qui, effectivement, sont contre cette ligne de défense du ministère de l'Intérieur, qui est la ligne de défense qui avait été suggérée par Didier Lallement au ministre de l'Intérieur. Le président de Liverpool, cette fois, président de Liverpool, Tom Werner, qui dit au nom de tous les supporters qui ont vécu ce cauchemar, je vous demande des excuses et l'assurance que les autorités françaises et UEFA autorisent la poursuite d'une enquête indépendante et transparente. Il y a également le communiqué de la Fédération française de football, mais il ne faut rien attendre de la Fédération française de football. C'est un pouvoir de délégation qu'elle reçoit du ministère des Sports. Donc elle sera sur la ligne gouvernementale. Ça, je peux vous dire que la fédération ne va pas s'amuser à dire le contraire de Gérald Darmanin. Ça, c'est pas possible. Donc, le communiqué de la fédération, que dit-il 75 000 billets ont été édités. Par conséquent, 75 000 personnes auraient dû se rendre au Stade de France. Sur la base des informations recueillies auprès des différents opérateurs publics et privés, la FFF a cependant constaté que 110 000 personnes s'étaient rendues au Stade de France. Mais ça, enfin, c'est impossible. Vous y étiez, personne n'a vu 40 000 personnes en plus. Enfin, c'est Laurent, ça se voit, 40 000 personnes en plus. C'est le Parc des Princes. Et la SNCF, donc s'il y a 40 000 personnes en plus, tu le vois sous tes yeux. Mais il n'y a pas de toute façon des gens qui viennent sur des fan zones à proximité. Mais ils étaient à Vincennes. Il y en avait 5. À proximité du stade, il n'y a pas des endroits où on regarde le match. Non, c'était à Vincennes, effectivement, où tous les Anglais étaient, et ça s'est relativement bien passé. Très bien passé, en plus. Ouais. Donc ça n'a pas de sens d'être sur une ligne en disant il y a 40 000 personnes, il y a 110 000 personnes qui sont venues au Stade de France. Tu prends les gens pour des blin-blin. Et la SNCF et la RATP ont démenti toute augmentation de flux de voyageurs jusqu'à la fin du match. Tout est faux, quoi. T'es avec des gens qui... C'est menterie. Ça, non, et ça pose un vrai problème, quand même. C'est la crédibilité de l'information. C'est une humiliation, tout simplement, si on voit les choses d'un autre côté. Et le gouvernement essaie maladroitement de détourner la colère sur ceux qui sont innocents. Et ce genre de phénomène, ce genre d'incident, soyons simples, c'est dans les pays émergents qu'on les voyait habituellement. Et on voit des pays émergents qui montent, et la France est un pays émergé qui plonge. Oui, alors moi j'ai quelques exemples dans les années 60-70 où les gouvernements n'ont pas toujours dit la vérité, confère Charonne ou des choses comme ça. Excusez-moi, on n'était pas un pays émergent en 1960. Non. Je parle. Je veux dire, on a raconté parfois des salades aux Français. Non, je ne sors pas du sujet. Oui. Je parle de l'incapacité d'organiser un événement comme celui-ci. Je ne parle pas du gouvernement en général. Si vous voulez, on peut élargir. Là, il y aurait à dire, oui. Bon. On a vu l'absence de réponse d'Emmanuel Macron. Ça démontre sa gêne, son embarras. Il est très agacé. Et son absence de soutien total vis-à-vis de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, sa place est menacée en cas de remaniement juste après les législatives. Bon, et alors, Elisabeth Borne, elle est aux abonnés absents. Hein. C'est vraiment. Oui. Alors, elle, je ne sais pas où elle est. Non, mais c'est vrai, s'il est avéré que cette histoire de faux billets. Faux billets possible d'ailleurs, mais il n'y a pas 110 000 personnes qui sont venues. S'ils ont exagéré de manière outrancière le nombre de faux billets, ça mérite une démission. L'incident des faux billets. Confier l'enquête. Amélie Oudéa Castéra. Il y a une commission du Sénat qui est sur l'affaire, qui est d'opposition. Ça dépend un peu de ce que sera l'Assemblée. Si M. Darmanin, je ne sais pas les questions qui vont lui être posées, mais où vous avez vu les 40 000 personnes qui sont venues au Stade de France Où vous les avez vues, M. Darmanin? C'est la question la plus simple du monde. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que la réalité est là et on te dit « Ah ben non, il y a des gens qui sont venus ». Emmanuel Macron est très agacé à cause de l'image à l'international. Parce que ça, pour le coup, c'est compliqué à rattraper. Amélie Oudéa Castéra, l'incident des faux billets ne remet pas ça en cause. Liverpool est un immense club. Alors bon, on essaye de ramer un peu quand même, qui a marqué l'histoire. Il y avait samedi des supporters en règle, dont la soirée a été gâchée ou qui n'ont pas pu assister au match. Nous sommes désolés pour eux. En plus, les gens qui ont des faux billets, c'est pas forcément de leur faute. Absolument. Parce qu'on leur a vendu des faux billets, mais et il y en a 2700 qui ont été comptabilisés pour le moment. Oui. On est loin des 40 000. Je peux dire que 2700. Bon, écoutons 2 ou 3 petites réactions. Alors, Édouard Philippe, parce que évidemment tout le monde est un peu ennuyé, mais vous allez voir la réaction d'Édouard Philippe. Elle est très faible, au fond. Il dit, on n'a pas aimé. On n'a pas aimé. Bon, c'est pas ça. Ancien Premier ministre, écoutons. On est comme tous les Français, on a vu des images qu'on n'a pas aimées, qui nous ont choqués,
qui nous ont attristés, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les grandes organisations de manifestations sportives qu'on sait organiser en France. Donc, comme tous les Français, on n'a pas aimé ces images. Et on est assez désolé, moi je suis assez désolé que des supporters qui parfois ont payé très cher leurs billets aient pu être confrontés à cette expérience. Alors c'est pas le seul endroit, c'est pas le seul moment où c'est arrivé, mais vraiment j'en suis désolé pour les supporters anglais, parce que j'ai compris que c'était plus pour les supporters anglais que pour les supporters espagnols que c'était arrivé. Bon, on n'a pas aimé, c'est pas au niveau. Je veux dire, c'est à côté. Il a pas. Pareil, tout le monde est dans le déni. C'est ça qui m'amuse toujours. Tout le monde est dans le. Vous savez Philippe doit faire très attention à ce qu'il dit. Il est proche du gouvernement en principe, non? Oui, il est proche du gouvernement. Mais bon. Et puis alors, celui qui a été le plus offensif, évidemment, mais il faut se méfier toujours de l'instrumentalisation politique. Et bien sûr, je le dis, instrumentalisation politique, c'est Jordan Bardella. Écoutons-le. Le ministre de l'Intérieur est un menteur pathologique et ça commence à devenir franchement inquiétant. Menteur pathologique ? Ah oui, parce que de continuer dans le déni, à expliquer que le responsable des scènes de chaos et de désordre que nous avons connues samedi soir à Saint-Denis au Stade de France, c'est la billetterie. C'est-à-dire d'aller jusqu'à risquer un incident diplomatique avec la Grande-Bretagne plutôt que de le risquer avec la Seine-Saint-Denis, dont manifestement on a peur des réactions. Je trouve ça profondément inquiétant. Mais quel serait son intérêt de mentir vérité. Parce que je pense accusé de le ministre de l'Intérieur de menteur patenté, je pense qu'ils sont sur quoi vous vous basez, incapables d'assurer la sécurité des Français. En tout cas, c'est compliqué d'assurer aujourd'hui sur tous les territoires de France la sécurité des Français. Merci, monsieur Francis Martin. Vous retournerez au Stade de France ? Sans doute, oui, je pense. Peut-être pas tout de suite. Je vais attendre un tout petit peu. Non. Et alors, sûr. Et vendredi, il y a un match de l'équipe de France. Oui, et là, il y a une nouvelle grève. Il y a une nouvelle grève. Il y a une grève. Donc, ça tombe pas bien. Maintenant, bon, ils défendent ce qui. Voilà, je veux dire, c'est leur droit et je crois que tout droit se respecte. C'est vrai que c'est pas de bol, ça tombe pas bien. Vous nous regardez de temps en temps le matin ? Ah oui, très très souvent. Quand je peux, très souvent. Qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Geoffroy ? Vous avez vu, c'est dur, hein ? Non, oh oui, non mais c'est dur pour moi. Il est sympathique. Franchement, librement. En dehors du plateau, il est très sympathique, mais il est dur. Je lis aussi beaucoup. Vous êtes très aimable. Mais il faut mieux le lire parce qu'il interrompt pas. Dominique Jamais aussi. Je veux dire, voilà, c'est un plaisir d'être avec vous. Moi, je préfère, vous avez raison, je préfère le lire. Je souris parce que j'aime bien qu'il soit là, parce que c'est au contraire, on peut échanger. Ça amène, voilà, échanger, c'est le principe contradictoire. Là, vous allez vous ennuyer. Je m'ennuie rarement, même seul. Mais bon, mais c'était drôle d'ailleurs votre petite phrase. Vous n'allez pas en faire un fromage. C'est drôle. Je vous assure, je trouve que c'est toujours. Non, j'ai pas dit ça. On en fait un fromage. C'est excessif. Vous faites ça. Pas excessif. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Mais merci beaucoup, Monsieur Martin. On va recevoir dans une seconde Ava Jamshidi. Je ne sais pas si je le dis bien. L'intrigante Sarah Knafo. Je trouve que l'intrigante, c'est un peu, c'est pas la révolution MeToo, hein, déjà parler de quelqu'un d'intrigante. Vous trouvez pas que ça fait un peu, non? Non, c'est moi. Je ne suis pas sûr que ce soit une personne qui soit très sensible au thème de MeToo, la personne en question. Non. Sarah Knafo? Oui. Et qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes plein de préjugés. préjugés. Non, j'écoute le discours politique de son parti. Mais oui. Bon, c'est un bon argument. Merci. En tout cas, merci. À tout de suite. Nous allons donc recevoir dans une seconde Ava Jamshidi qui a écrit. J'ai toujours du mal. Pourquoi vous souriez? Vous l'avez très bien dit. Ava Jamshidi. C'est parfait. Ava Jamshidi. Voilà. Et d'abord, c'est un très joli prénom, Ava. L'intrigante Sarah Knafo, qui est donc aux éditions Robert Laffont. Mais avant cela, Audrey Berthaud. Emmanuel Macron va-t-il se rendre en Ukraine avant la fin de la présidence française de l'Union européenne? C'est en tout cas la demande du chef de la diplomatie ukrainienne. Emmanuel Macron est le bienvenu, peu importe quand, dit-il. Le président français ne s'est pas rendu en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Lactalis, mis en examen, le géant laitier est soupçonné d'escroquerie, de tromperie et de fraude après la plainte d'un client, la société Serval. Elle accuse Lactalis d'avoir livré des produits falsifiés de moins bonne qualité pour faire des économies entre 2011 et 2016.
Enfin, un nouveau modèle de livret de famille voit le jour aujourd'hui. Il prend notamment en compte la PMA, la réforme de l'adoption, l'identité des enfants morts-nés et les actes de décès des enfants majeurs. Ce nouveau livret de famille prévoit également la réglementation relative au changement de nom quand le choix porte sur un nom issu de la filiation. Javad Jamshidi, vous l'avez écrit avec notre confrère de TF1, François-Xavier Ménage. Je disais tout de suite l'intrigante. C'est vous qui avez choisi le titre, parce que l'intrigante, c'est un peu péjoratif. C'est pas que péjoratif. On dit pas un intrigant, d'ailleurs, on dit davantage une intrigante. Je ne sais pas pourquoi. On peut le dire un intrigant. Mais ouais, on le dit moins. On a choisi ce terme parce qu'on trouvait qu'il disait à la fois le fait que Sarah Knafo, c'est vraiment quelqu'un qui suscite la curiosité et qui, dans le même temps, a fait montre d'une capacité parfois à mener des désourdissements assez fructueux avec des personnalités politiques pour parvenir aux fins électorales, si on veut, en tout cas à la déclaration de candidature de... Oui, c'est un joli titre, très joli titre à double sens. C'est l'énigmatique Sarah Knafo. Tout à fait. Et c'est Sarah Knafo qui mène des intrigues, on peut l'interpréter comme on veut, peut-être les deux à la fois. Exactement. L'intrigue, c'est un mot qui est littéraire, et on sait par ailleurs l'attachement de Sarah Knafo et d'Éric Zemmour à la littérature. Bon, disons-le, c'est un couple. C'est un couple d'amoureux. C'est un couple d'amoureux. D'ailleurs, Éric Zemmour ne s'en est pas caché. C'est lui-même qui l'a révélé publiquement. Alors, il y avait eu des photos qui avaient été publiées dans Paris Match, sans un mot pour définir la relation des deux, mais les photos laissaient garde de doute quant à la nature de leur relation. Oui. Mais enfin, il ne s'en est pas caché depuis, et il a dit qu'elle était à la fois sa compagne, sa conseillère, et puis surtout, ça c'est la dimension qu'on a souhaité explorer dans cette enquête, que sans Sarah Knafo, il n'y aurait pas eu d'enquête. Et c'est vraiment... Il n'y aurait pas eu d'enquête. Il n'y aurait pas eu de campagne, pardon. Il n'y aurait pas eu de campagne, il n'y aurait pas eu de candidature. Et ça nous a vraiment étonnés et intrigués, parce que Sarah Knafo, c'est à l'époque une toute jeune femme de 28 ans. Et faire peser le poids d'une telle candidature sur une jeune femme dont on a tellement parlé, indépendamment du score qu'a réalisé à la fin le candidat, ça nous a vraiment donné envie de nous plancher sur son parcours. Bon, on a toujours beaucoup de plaisir à lire ces livres-là parce qu'on entre dans la coulisse, et puis d'abord c'est très bien écrit, puis il y a beaucoup d'anecdotes, donc c'est vraiment très intéressant. Sarah Knafo, un personnage de roman, elle horripile aussi, écrivez-vous, c'est une névrose chez elle, accuse un ex-ami qui ne veut plus en entendre parler depuis qu'elle sait son rôle dans la campagne d'Éric Zemmour. Elle étreigne les interlocuteurs mondains comme des trophées de chasse. C'est à se demander pourquoi elle fait ça. Que de fantasmes suscite cette femme d'à peine 30 ans? S'est-elle inspirée de ses personnages préférés pour conduire son existence? Serait-elle une Rastignac au féminin, comme les gratignent ceux qui ne l'apprécient guère? Trop d'ambition, trop de duplicité, trop d'entrisme, trop d'opportunisme. Elle semble susciter de tels sentiments depuis des années. Un de ses camarades de promo à l'ENA raconte: c'était une meuf dont tout le monde parlait sans même la connaître. Elle inspirait une sorte de fascination, de jalousie aussi. Elle est si romanesque. Mais en fait, j'ai l'impression de lire toujours les mêmes portraits de gens qui vont au sommet. C'est-à-dire que vous pourriez ça l'écrire de François Mitterrand, ça l'écrire, pourquoi pas, d'Emmanuel Macron. C'est les gens qui effectivement sont habités par une ambition particulière, qui ont envie de gravir les échelons, ils ont souvent ce profil psychologique. Pas toujours, je trouve. Et puis, elle vient vraiment d'un milieu qui ne la portait pas du tout, contrairement, par exemple, à Emmanuel Macron, à arriver à passer l'ENA, par exemple, et à occuper de telles fonctions. Elle vient d'un milieu assez modeste, Sarah Knafo, au départ. Il n'y a personne dans son entourage familial qui la porte à faire de la politique. Et qui la porte à se constituer aussi jeune, encore une fois, un réseau. Je pense pas qu'on puisse la comparer à Emmanuel Macron de ce point de vue-là. Le drame de sa vie, écrivez-vous, il y a d'abord ce drame qui l'a profondément meurtrie lorsqu'elle a 4 ans. Sa mère, enceinte de son frère, est violemment agressée en Seine-Saint-Denis alors qu'elle est au volant, un coup dans le ventre pour lui arracher son sac, et la vie de la famille bascule. Conséquence de cette agression, le petit Dan naîtra lourdement handicapé. Sa mère et sa famille s'en occupent chez eux jusqu'à ses 16 ans avant de devoir le confier aux soins d'une institution. Une vie abîmée avant de mourir à l'âge de 22 ans. L'auteur des faits, lui, n'a été ni interpellé ni condamné. Oui, c'est vraiment un événement dont elle parle très peu et qui l'a évidemment beaucoup marqué et qui, sans doute, explique sa manière de décrire la Seine-Saint-Denis où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans.
Elle décrit dans des mots avec des mots très compliqués et difficilement entendables une jungle, on la cite dans ce travail. Et elle nous a également raconté qu'elle avait été interdite de prendre les transports en commun, qu'elle avait elle-même subi de multiples agressions et que c'est difficile de ne pas faire le lien entre l'orientation politique extrêmement radicale qu'elle a suivie, celle de son candidat, et son écosystème et son histoire familiale très particulière et dramatique pour ce qui concerne le destin de son frère que vous avez évoqué. Votre livre est bien dans l'esprit de l'époque. Si le cardinal de Richelieu était encore des nôtres, il serait furieux parce que Paris Match ferait un gros numéro sur le père Joseph, l'éminence grise. À l'heure actuelle, la mode, et elle n'est pas sans raison, c'est toujours de chercher derrière quelqu'un celui qu'il y a derrière lui. C'est-à-dire que quand on parle de Macron, on parle aussitôt, on fait des pages et des pages sur Alexis Colère. Quand on parle de Mélenchon, on dit oui, mais derrière lui, il y a Bompard. Et maintenant, quand on parle de Zemmour, on dit... On parlait de Chirac, il y avait Pierre Juillet et Marie-France Garot. Franchement, c'est pas... Mais absolument. Vous allez dans mon sens. Et quand on parle de Zemmour, on dit oui, mais derrière lui... Parce qu'il a dit, la différence, si je peux me permettre, c'est que lui-même... Mais là, c'est un couple, c'est un peu différent. C'est que lui-même l'a dit. Il y a deux choses. D'abord... Colère et Macron aussi, c'est un couple. Non, pas de la même manière. Pardonnez-moi, c'est pas un couple, c'est un couple de travail. Là, on est dans un couple intime. Là aussi, c'est un couple de travail. C'est un couple intime, en plus d'être un couple de travail. Non, il y a deux différences. Bon, ça... Il y a deux différences. Il y a quelques similitudes. D'abord, Éric Zemmour a dit que sans Sarah Knafo, pas de campagne. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait fait de tels commentaires à propos d'Alexis Colère ou qu'une autre personnalité politique. Franchement, il l'a pas fait. Mais je vous dis bien sûr qu'il y a des différences. Ah bah oui, il y a des différences, mais celle-là est essentielle. Et deuxième point, franchement, il y a un détail. Alors c'est peut-être un détail, mais je trouve que ça dit quand même beaucoup de leur rapport. Pendant cette campagne, au QG, Éric Zemmour et Sarah Knafo partagent le même bureau. Ça a l'air anecdotique, mais pour avoir interviewé tous les candidats à la présidentielle, il n'y en a aucun qui a de tels rapports d'intimité, de proximité, qu'elle soit sentimentale et à la fois intime encore que ça, si j'ose politique. dire. Et c'est Catherine Ney qui m'a raconté ça. Catherine Ney, elle a déjeuné avec Sarah Knafo et Éric Zemmour. Et Sarah Knafo, elle piquait dans l'assiette de Éric Zemmour. Et là, quand on mange dans l'assiette de l'autre, c'est qu'on a une très grande proximité. Je vous en prie. Moi, j'ai une question un peu plus politique, mais comme elle a accompagné la stratégie de Zemmour de bout en bout, pourquoi par la fin, mais au milieu, ça a fini par marcher moins bien, jusqu'à retomber, non pas à niveau nul, parce que c'est quand même pas nul, mais c'est retombé beaucoup plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Elle l'explique par l'invasion russe en Ukraine. C'est l'explication qu'elle nous donne. Elle dit que compte tenu de la structure de leur électorat très CSP+, que même s'il y avait une adhésion de leurs idées à ce moment-là, que cet électorat décroche pour rester fidèle à Macron, parce qu'en temps de crise, on reste fidèle au capitaine qui tient à la barre. Et c'est une analyse qui est plutôt corroborée par les enquêtes d'opinion, puisqu'on voit que juste avant... Est-ce que c'est pas plutôt la réaction de Zemmour à l'invasion ukrainienne plutôt que le simple fait a touché tout le monde, l'invasion ukrainienne. On peut tout à fait en faire cette lecture, mais ce qui est sûr, c'est qu'avant cette invasion, Éric Zemmour est aux portes du second tour. Il est aux alentours de 17-18 dans les sondages. Et suite au déclenchement de cette invasion militaire, que ce soit... J'ai l'impression que c'est quand il a dit « je ne voudrais pas de réfugiés ukrainiens ». Bien sûr. Là où Marine Le Pen a tenu un discours complètement différent. L'idéologie de Sarah Knafo, elle nous intéresse. Sa colonne vertébrale, écrivez-vous, idéologique se précise. L'une de ses références n'est autre que l'ancien ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, figure emblématique de la droite dure. Il était de droite, Charles Pasqua, il n'était pas de la droite dure. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la droite dure. Il était de la droite du RPR. Mais non, ces mots-là m'amusent toujours. C'est quoi la droite ? Il y a une droite molle, une droite douce. Le sac, c'était un peu la droite dure. Oui, mais bon. Dans les années 80, elle n'était même pas née, Sarah Knafo. Si être pour l'ordre et l'autorité, c'est être de droite, alors je suis de droite. Si être pour la justice sociale, c'est être de gauche, alors je suis de gauche, cite-t-elle. Bon, son positionnement idéologique, vous le définiriez comment par rapport à celui d'Éric Zemmour ? En clair, est-ce qu'elle l'a adouci ou est-ce qu'elle l'a radicalisé ? Moi, je pense qu'elle l'a radicalisé.
Elle l'a vraiment radicalisée. Elle est... Ah, vous m'étonnez. Il avait des dispositions. Alors, excusez-moi, mais là, vous m'étonnez. Là, je vais être obligé de m'inscrire en faux, parce que moi, j'ai suivi Éric Zemmour pendant toute sa campagne, du début à la fin, avant même qu'il soit candidat. Depuis le mois de juillet dernier, j'ai accédé à quasiment toutes les réunions stratégiques. Donc, je connais extrêmement bien la relation qu'elle a pu avoir avec Éric Zemmour. Et Éric Zemmour est un idéologue. Sur ses positions, il est très ferme. Il sait ce qu'il a envie de soutenir et il sait ce qu'il ne veut pas soutenir. Il est très peu influençable sur le plan des idées. En revanche, sur le plan de la stratégie, il laisse volontiers effectivement la stratégie à d'autres, et notamment à Sarah Knafo, qui a eu le titre de directrice de la stratégie de la campagne. Ouais, enfin, il est idéologue. Il a défendu toutes les idées que l'on sait et que vous avez abondamment commentées ici. Mais juste sur la question, par exemple, du féminisme, il s'est complètement dédié par rapport à tout ce qu'il avait pu dire et écrire par le passé. Et dans le moment de la campagne, il y a eu plein d'événements, notamment un déplacement que l'on rapporte à Londres. Elle le conduit. Ce que vous dites, c'est qu'il est plus doux sur ce qu'il dit avec les femmes que ce qu'il disait avant. Il a eu la tentation d'être un peu plus doux, mais je pense qu'elle l'a aidé à assumer ses positions, notamment sur il y a eu un déplacement que François-Xavier Ménage a pu suivre, où il a assisté à des réunions entre les deux, où lui veut essayer de lisser un petit peu son propos, et elle l'incite vraiment à aller sur la question du grand remplacement, à mettre en miroir la population qui se trouve à Saint-Pancras, celle qui se trouve... Je ne pense pas que ce soit la question de radicaliser. Je suis obligé de vous couper. Il est Non. 10h16. Je suis obligé de vous couper. Et on reprend la discussion, mais c'est Audrey Berthaud, il est déjà 10h16, on est en retard. La fin de la trêve hivernale, initialement prévue au 31 mars, est définitivement fixée au 1er juin. À partir d'aujourd'hui, donc, les expulsions pourront de nouveau être décidées et mises en œuvre par les autorités. Cette fin de la trêve hivernale s'applique également aux coupures de gaz et d'électricité qui seront de nouveau possibles dès ce mercredi. Attention, si vous avez récemment acheté du jambon cuit dans une enseigne Lidl, la marque de grande distribution procède à une campagne de rappel. Les sites concernés se trouvent dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. Un contrôle a révélé la présence de listeria. Enfin, le Mexique interdit la cigarette électronique. Il sera également interdit de fumer du tabac dans le centre historique de la capitale Mexico. Le Mexique a déjà interdit en octobre dernier l'importation et l'exportation des cigarettes électroniques. Laurent Geoffrin, vous allez plutôt chez Lidl ou chez Ediard? Ni l'un ni l'autre. Il y a un magasin en bas de chez moi qui n'est ni l'un ni l'autre, alors je vais en bas de chez moi. Vous disiez? Oui, je ne pense pas que la tentation de Sarah Knafo était de radicaliser le propos d'Éric Zemmour. C'était davantage d'influencer le propos pour qu'il aille davantage sur des thèmes qui lui permettent de rassembler un électorat plus large. Et c'est ce qu'elle a tenté de faire en parlant des sujets que vous venez d'évoquer, en réalité. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Bon, moi, c'est ce que j'ai vu au cours des réunions. Donc, ce qui nous intéresse, évidemment... Mais sur la personnalité, votre livre, alors j'ai pas encore eu le temps de le lire dans son intégralité, mais j'ai eu le temps d'en lire certains extraits, et je trouve que votre livre souligne assez bien quand même la capacité qu'elle a eue de créer le parti, parce qu'en réalité, derrière Éric Zemmour, c'est elle vraiment qui a créé le parti et qui a eu cette capacité de rassemblement autour d'elle, d'aller chercher des talents. C'est elle qui était à l'œuvre à chaque fois pour aller chercher Guillaume Pelletier, même Olivier Hubeda qui a été un des premiers à rejoindre la campagne et ensuite un des ouvriers phares de toute cette campagne. Donc effectivement, Sarah Knafo a cette capacité-là que vous soulignez très bien. Alors, son premier mentor, c'est Henri Guénaud. Tout à fait. Parce que d'une certaine manière, elle a envie d'accompagner Henri Guénaud à la présidentielle. Mais peut-être qu'Henri Guénaud n'a pas envie d'être à la présidentielle. Donc, leurs relations vont se refroidir à cause de ça. Il a essayé, en tout cas, elle a essayé de l'accompagner dans cette épopée électorale avortée. Donc, d'abord pour se présenter à la primaire, être en mesure de se présenter à la primaire de la droite en 2017, ça ne marche pas. Ensuite, il essaie d'être candidat, il n'arrive pas à obtenir les parrainages, et leur relation politique achoppe sur le fait qu'Henri Guénaud la trouve pour le coup trop radicale. Il n'a pas tellement envie, et c'est à ce moment-là qu'il entre un peu en froid, si on peut dire, et qu'elle décide, elle, de continuer et
d'étoffer son réseau de personnalités politiques, notamment via une association critique de la raison européenne qu'elle a contribué à animer à Sciences Po, qui lui a permis de rencontrer énormément de personnalités politiques et qui la conduisent comme ça à être en mesure d'accompagner cette éclosion. Et tout le monde loue ses qualités intellectuelles, intellectuelles, un charme incontestable, une puissance de travail sans doute, une femme qui a des convictions, et je trouve que c'est plutôt bien d'avoir des convictions à droite ou à gauche aujourd'hui, et une femme qui a de l'ambition, et c'est bien normal, j'ai envie de dire. Mais alors quel avenir pour elle, quel avenir pour Éric Zemmour selon vous, avec ces 7% qui ont été sans doute une déception, et pour elle et pour lui? Ces 7% ont vraiment été sans aucun doute une déception pour les deux, même s'ils se consolent un peu en se disant qu'ils ont fait mieux que la candidate socialiste et que la candidate des Républicains. Là, Éric Zemmour est candidat aux législatives, donc elle n'a pas fait le choix de se présenter, même s'il en a été un peu question. Elle ne ferme aucune porte par rapport à l'avenir. Elle dit, qu'elle n'a pas d'ambition comme ça précise. Elle n'a pas 30 ans. Mais elle n'a pas 30 ans, et c'est très rare lors d'une campagne de voir des jeunes personnalités comme ça émerger, dont on sent le potentiel. Et puis ce qui est encore plus rare, c'est de voir la réaction des passants qui la croisent, qui la reconnaissent, et qui l'invitent à se lancer elle-même sur son nom, qui lui demandent de se présenter à une élection, pourquoi pas à la présidentielle, et elle ne ferme pas de porte. Alors, elle aurait tort de le faire, vous l'avez rappelé, elle n'a pas 30 ans. Dominique Jamais. Il ne faut pas exclure le on avait tellement aventure dit, personnelle. lorsque Éric Zemmour a culminé à 16-17%, qu'il était en train de bousculer l'élection, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, et que c'était l'homme et l'événement de la campagne présidentielle 2022, que quand il a fait 7% des voix et 2,5 millions de voix, on a dit « Oh là là, seulement ça !» alors que c'est un succès sans équivalent dans des conditions égales, dans notre histoire récente. Et maintenant, depuis quelque temps, et notamment le Rassemblement national, pour des raisons bien évidentes, dit que Zemmour c'est fini, que c'était une bulle, que ça a éclaté, qu'on n'entendra plus parler et qu'il n'aura pas un élu. Ce qui fait, étant donné la façon dont l'opinion fonctionne, que si par hasard il était élu lui-même, ou s'il avait un autre élu ou 2 élus, tout le monde dirait « Ah mon Dieu, il n'est pas mort, le revoilà, il n'est pas fini ». Un épisode peut-être plus intime qui a intéressé les magazines People, l'épisode de la grossesse a lui été plus compliqué. Le pire moment de la campagne, écrivez-vous, comme elle l'a confié à des intimes. Elle n'a raconté qu'à très peu d'entre eux l'appel de sa mère, dont elle est si proche, qui l'interrogeait alors, inquiète pour sa fille. Sarah, si tu es enceinte, tu me l'aurais dit. Un moment qu'elle décrit comme éminemment douloureux pour elle, sa famille, ses grands-parents, qui tous se sont posé la question. Le week-end où ces révélations sont publiées, elle s'enferme et broie du noir. Une grossesse, quand bien même fut-elle imaginée, censée être sacrée, se dit-elle. La campagne ne laisse que peu de place à l'expression des états d'âme. Au sein de l'équipe, personne ne sait dire comment leur chef encaisse ces parutions publiées à quelques jours de la déclaration officielle du candidat le 30 novembre. A-t-elle seulement attendu un heureux événement? Elle dit que non. Elle dit que ça n'est jamais arrivé, qu'elle a vraiment souffert au moment de la parution de ces images pour ce qu'elle disait d'elle physiquement. Enfin, c'était très douloureux pour ce qu'elle s'est impliquée par rapport à sa famille. Le titre de la presse People qui a sorti ces informations continue de les maintenir aujourd'hui et affirme qu'elle a été enceinte, mais force est de constater que... Vous l'avez rencontrée de toute façon pour faire ce bouquin. Parfois, à plusieurs reprises, oui, bien sûr. Mais je crois qu'elle est plutôt contente du livre. Elle ne m'a pas fait de retour particulier. Elle trouve, sans trahir sa pensée, elle trouve manifestement qu'il y a beaucoup de portraits qui avaient été écrits sur elle qui étaient plutôt misogynes parfois. Là, on a vraiment fait attention à ne pas verser dans ce registre. L'idée, c'était vraiment de faire ni un travail à charge ni à décharge, quoi qu'on pense de ces idées, mais de raconter le parcours de cette femme. Vous l'avez rappelé, que les Français ont découvert à la une de Paris Match par le biais de ses aventures privées et dont on ne connaissait pas le parcours politique et le parcours universitaire remarquable. Il faut quand même le relever. L'intrigante Sarah Knafo, c'est un personnage de robot. Il nous reste quelques minutes pour évoquer l'actualité. Vous êtes végétarien? Non. Non? Vous êtes végétarien? Parce que flexitarien, c'est ce que disent les gens hypocrites, vous voyez. Ah bah c'est vous. Mais vous êtes un peu lourd, parce que si je me moque moi-même de... Oui.
Là, c'est pas la peine d'en rajouter. Mais oui, d'accord, vous avez raison. Vous êtes flexitarian. Bon, pourquoi je vous parle de ça? Parce que aujourd'hui, et c'est très intéressant, parce qu'on est aussi dans une époque, pourquoi pas qu'il y ait dans les cantines des menus végétariens proposés? Moi, je trouve ça plutôt bien. Mais ce qui m'ennuie peut-être, c'est qu'on va les imposer. C'est-à-dire que d'ici la rentrée 2027, la ville de Paris veut imposer 2 repas végétariens par semaine et une alternative végétarienne pour les 3 autres jours dans ces restaurants collectifs. Et c'est Audrey Pulvar qui est à la manœuvre, qui dit l'objectif c'est 40% d'alimentation végétarienne dans la restauration collective parisienne. Les élus écologistes réclament, eux, une mise en place de cette mesure dès 2023. Ce serait 2027. Et pour Audrey Pulvar, les économies réalisées avec un moindre recours à la viande peuvent en effet permettre d'acheter une viande française de meilleure qualité. Pourquoi pas non plus? Mais imposer, est-ce qu'on doit imposer? C'est ça la question. Est-ce qu'on doit imposer dans les cantines scolaires? Les végétariens, on dirait, est-ce qu'on doit imposer des menus carnés? C'est pour ça que j'ai dit alternative. Renverser les choses. Non, mais l'hypothèse de l'alternative est intéressante, c'est vrai. Après, effectivement, servir de la mauvaise viande, moi, j'ai été, il y a encore pas si longtemps, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Laurent Geoffrin, dans ces cantines scolaires. Enfin, maintenant, ça remonte à il y a 20 ans quand même, mais à l'époque, en effet, la viande était quand même d'une qualité assez médiocre. Mais... Oui, non, mais c'est pas à la cantine que tu manges sans doute la meilleure viande. Tu manges du steak haché à la cantine. Mais pourquoi pas d'ailleurs? C'est très bon le steak haché. Autant manger végétarien. L'avenir, c'est évident. C'est la cantine à la carte. Oui. Bon. Halal, pas halal, végétarien, pas végétarien. Mais on peut trouver bien d'autres fantaisies. Moi, j'ai quelques exemples. La cuisine bouddhique est tout à fait remarquable. C'est quoi la cuisine bouddhique? C'est rien. Ah bon? Vous en parler. Mais parce qu'il y a sûrement des bouddhistes qui ont des idées en matière de... Ah oui, vous voulez ironiser la cuisine bouddhique. J'ai cru remarquer que les musulmans, par exemple, avaient des idées très arrêtées en matière de consommation. Oui, mais les chrétiens aussi. Comment? Les catholiques aussi. Les chrétiens aussi, ils ont... Oui, mais absolument. Je veux dire, oui, voilà. Les catholiques, donc tout est prétexte naturel. Le vendredi. Ils ne mangeaient pas de viande le vendredi. Oui. Dans toutes les... D'ailleurs, le cas dans beaucoup d'écoles encore. Bien sûr. Vous allez voir si ça se réalise qu'il y aura des querelles. C'est-à-dire? Eh bien, les végétariens diront, mais pourquoi pas 5 repas végétariens par semaine? C'est pour ça qu'il faut alternative. Et les autres, comment? On n'a pas de viande. Oui, bien sûr. Mais il y avait des alternatives sans porc. Bien sûr. Oui. Alors bon, par exemple, macédoine de légumes, omelette râpée de pommes de terre et fromage, salade verte, flan caramel, ça c'est un exemple de menu végétarien. T'as pas intérêt de faire trop de sport derrière, mais bon, ça va. Carottes râpées, steak végétal, je sais pas ce que c'est, purée de pois cassés, mousse au chocolat. Faut pas non plus que derrière tu sois à fond, parce que c'est possible que tu n'aies pas assez de protéines. Mais les steaks végétaux, c'est des aliments ultra transformés bien souvent, alors je sais pas non plus si c'est très sain pour la santé. Non, mais il y avait eu une terrible querelle politique quand Mendes France avait essayé de remplacer le Calvados par le lait. Oui, mais vous savez que c'est pour les enfants. Non, mais ce qui est extraordinaire, pour cesser de boire du Calvados. Non, mais ce qui est extraordinaire dans ce que vous dites, c'est que on a interdit, je crois que c'est Mendes France qui a interdit le vin dans les cantines scolaires. Je ne sais plus si c'est 50 ou 52 ou 53. Non, c'est quand il était au pouvoir en 55. En 55. C'est-à-dire qu'il y avait du vin dans les cantines scolaires. C'est-à-dire que les gosses, et notamment les gosses... Mais les gosses dans la ruralité, les petits paysans, et moi j'ai ces témoignages dans l'oreille, je veux dire, au champ, ils avaient 11 ans, 12 ans, hop, ils commençaient à boire du vin, et t'en faisais des alcooliques XXL 20 ans plus tard. Heureusement, on boit de l'eau. Le rôle historique du pinard dans la Première Guerre mondiale avait été salué par tous les Français. Et bien sûr, et ce qui fait que tous ces soldats, lorsqu'ils sont revenus en 1918, mais vous aviez des alcooliques par centaines, avec des drames conjugaux, des drames de violence conjugale, là encore XXL, ils buvaient plus de 3 litres de vin dans les tranchées par jour. Ouais. C'est absolument incroyable, et ils tenaient comme ça. Comment? C'est pour soutenir le moral, mais c'était comme ça dans toutes les armées du monde depuis très longtemps. En plus, ce n'était pas des grands crus. Et l'interdiction du vin à la cantine s'est faite en 2 temps. D'abord, interdit aux moins de 14 ans. La plupart des batailles de l'histoire ont été menées par des gens ivres. Les armées de Napoléon, ils avaient ça d'eau de vie le matin des batailles. Un quignon de pain. Vous savez, c'est là que je... Affaire aux Russes, quelquefois. Laurent Geoffrin, c'est là que je... Les deux armées faisaient pareil. Laurent Geoffrin. Parce que ça fait peur, quand même, la guerre. Donc, on voit un peu. C'est là que je vous préfère. Oui. Laurent Geoffrin raconte... Je ne parle pas de politique. Non. Moi, je trouve que vous avez une connaissance de l'histoire et une qualité pour la raconter. Cours, si vous voulez, oui. Laurent Geoffrin raconte. Non, mais je trouve formidable quand...
Moi, je suis scotché quand vous me racontez. Si vous me proposez une émission, je suis prêt à la faire. Ah oui, je vois bien. C'est peut-être pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Monsieur Nedjar nous écoute peut-être que ça va l'intéresser. Mais c'est vrai que Laurent Geoffrin raconte, et moi, vous avez une connaissance, c'est vrai, en profondeur de l'histoire. Et quand vous racontez, je vous écoute avec intérêt. Autrement, ça vous ennuie? Moi, autrement, non, ça m'ennuie pas parce que je vous aime bien. J'allais dire à Sarah Knafo. Non, Audrey Berthaud, pour le rappel des titres. Emmanuel Macron lance une mission flash pour tenter de résoudre la crise des urgences. Mission d'1 mois qui est confiée à François Braun, président de SAMU Urgences de France. Objectif, repérer territoire par territoire les difficultés rencontrées par le personnel soignant et y répondre. Le conducteur qui a tué une piétonne de 24 ans en fuyant la police a été mis en examen. Les faits se sont déroulés le week-end dernier à Paris. Après 48 heures de garde à vue, un juge d'instruction l'a mise en examen pour homicide involontaire aggravé par l'état d'ivresse et le délit de fuite. Enfin du tennis, Rafael Nadal, vainqueur de Novak Djokovic en quart de finale de Roland-Garros. Le duel aux allures de finale s'est achevé à 1h16 du matin. La légende espagnole a défié la logique en l'emportant contre le numéro 1 mondial. 6-2, 4-6, 6-2 et 7-6. Rafael Nadal affrontera le numéro 3 mondial Alexander Zverev, tombeur du jeune phénomène espagnol Carlos Alcaraz. On n'en a pas parlé, mais franchement, programmer ce match-là jusqu'à 1h30 du matin. Moi, j'ai décroché à 23h40 parce qu'on a un travail quand même le matin. Personne n'a vu ce match, un des plus grands matchs de l'année. Peut-être Nadal a été exceptionnel. Ça se termine à 1h30 du matin. Vraiment, c'est... Bon, Ava Jamshidi était avec nous ce matin. Vous êtes grand reporter pour le magazine Elle. Vous avez donc écrit l'intrigante Sarah Knafo. Je fais juste une petite parenthèse. Elle, je suis un fan de Elle depuis toujours. Merveilleux. La ligne de Elle, je suis fasciné combien elle a changé. C'est devenu un journal progressiste, j'allais dire wokiste de temps en temps. C'est horrible. C'est horrible. Mais c'est devenu, c'est absolument... Les tendances du féminisme se retrouvent dans les pages du magazine. Franchement, c'est devenu... Mais pourquoi pas d'ailleurs? Mais je suis... Mais non, mais je le lis à Elle depuis toujours. Ma mère le lisait, je le lis depuis toujours. C'est vraiment de refléter dans les pages les tensions, les différents féminismes qu'il y a aujourd'hui. Très progressiste. Mais bien sûr qu'on est très progressiste, mais on essaie vraiment de refléter toutes ces tendances. Et vous avez... c'est pas un reproche. Mais wokiste quand même, non. Non, wokiste, bon, pas complètement alors. Bon, merci en tout cas. Merci à vous. Mais non, merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Arthur Muriot était avec nous ce matin. Jérémy Guilleux était à la réalisation. Guillaume était au son. Bouka Bella était avec nous. Merci à Marine Lançon, qui ne connaissait pas le mot monocle, qui l'a découvert ce matin, mais avec qui nous avons pu échanger sur ce mot-là. Et Arthur Muriot, bien évidemment. Chaque matin, comme ça, on a un mot sur lequel on parle. Jean-Marc Morandini dans une seconde.